Voyager 1, qui voyage dans l'espace interstellaire depuis plus de 45 ans et arbore aujourd'hui une longue barbe grise, non, je plaisante, a soudainement commencé à envoyer des signaux étranges vers la Terre. Encore plus bizarre, il n'y a aucun signe que la sonde soit abîmée, ni quoi que ce soit de ce genre. Les scientifiques de la NASA essaient désespérément de trouver la raison de cette anomalie. Alors, que s'est-il passé exactement ? Tout d'abord, laisse-moi t'en dire un peu plus sur Voyager 1 et son long voyage. Voyager 1 est une sonde spatiale américaine. Les scientifiques de la NASA l'ont envoyée dans l'espace le 5 septembre 1977. L'objectif de Voyager était d'explorer les planètes excentrées de notre système solaire, à savoir Jupiter et Saturne. Au départ, les scientifiques pensaient que sa mission durerait environ 5 ans. C'est peu de choses que de dire qu'il faisait erreur. La sonde a dépassé toutes les attentes. Non seulement elle a rempli sa mission, mais elle fonctionne toujours. Elle s'est avérée bien plus résistante que prévu. Voyager 1 parcourt l'espace depuis plus de 45 ans. Il serait difficile de sous-estimer tout ce que Voyager 1 a accompli pour la science. Tout d'abord, elle a envoyé avec succès de nombreuses photos de Jupiter et de Saturne vers la Terre. Au fait, tu peux admirer ces photos toi-même, elles sont publiées sur le site de la NASA. Grâce à Voyager, nous avons aussi découvert plusieurs nouvelles lunes de Jupiter et un système d'anneaux jusqu'alors inconnu. Nous avons appris que la célèbre tache rouge de Jupiter était en fait une tempête géante et super rapide. Et après avoir quitté l'orbite de Neptune, Voyager nous a aussi envoyé beaucoup de données importantes sur le plasma interstellaire. Ainsi, Voyager 1 a prouvé avec succès aux scientifiques à quel point elle était utile. Après cela, elle s'est joyeusement dirigée vers son objectif suivant, la ceinture de Kuiper et les confins de l'héliosphère. La ceinture de Kuiper est un anneau de corps glacé qui s'étend de Neptune à une distance d'environ 5 UA du Soleil. Elle est un peu similaire à la ceinture d'astéroïdes, mais environ 20 fois plus étendue et 100 fois plus lourde. L'héliosphère est une zone autour du Soleil où la pression du vent solaire est équilibrée par la pression du gaz interstellaire. Oui, je sais, ça a l'air un peu compliqué et très pointu, dit comme ça. Mais garde à l'esprit que ces données nous aident vraiment à comprendre l'univers dans son ensemble. C'est donc la dernière mission de Voyager. Nous en dire plus sur l'espace interstellaire. La sonde nous a déjà envoyé plus de 60 images formant une mosaïque du système solaire à une distance de plus de 6,4 milliards de kilomètres de la Terre. Les scientifiques ont utilisé ces clichés pour composer une grande photo colorée. La photo a été baptisée un point bleu pâle. Et tu as probablement déjà deviné ce qu'est ce point. Oui, c'est à ça que ressemble notre Terre à travers les objectifs de Voyager. Cette photo montre clairement à quel point nous sommes minuscules. Mais Voyager 1 a aussi une autre mission, encore plus importante. Raconter à d'autres civilisations ce que nous sommes nous, les humains. Tu as peut-être entendu parler des fameux disques d'or de Voyager. Les scientifiques ont créé tout un tas de fichiers audio et vidéo et les ont enregistrés sur ces supports. Il y a plusieurs sections. La première contient Bonjour en 55 langues, y compris des langues anciennes et éteintes. Près de 80% des enregistrements sont des morceaux de musique différents. Musique classique, Bach, Beethoven, Mozart, Stravinsky. Musique folklorique de différents pays et différentes époques. Et un peu de blues, par exemple de célèbres chansons de Louis Armstrong et de Chuck Berry. Les 20% restants contiennent des enregistrements de différentes voix humaines, des sons de la nature et des cris d'animaux, ainsi que 116 images codées en signaux audio. Il y a aussi des enregistrements d'un discours de Kurt Waldheim, un ancien secrétaire de l'ONU, et de Jimmy Carter, le président américain de l'époque. Il s'agit simplement de messages amicaux. En plus des disques, les scientifiques ont aussi préparé un instrument pour les lire. Mais ne t'inquiète pas, ils ont aussi envoyé un dessin qui montre comment utiliser tout ce matériel et comment traduire les sons en images. Ils ont ajouté les coordonnées de la Terre, qu'ils ont créées à l'aide d'une carte des pulsars. Elle montre la position du Soleil dans la Voie lactée. Le disque a été emballé dans un boîtier en aluminium et recouvert d'or pour le protéger des radiations et de la poussière cosmique. Avec cet enregistrement, Voyager 1 a entamé son long voyage. Elle a déjà parcouru une sacrée distance. En ce moment, Voyager 1 se trouve à 154 unités astronomiques de nous, ce qui représente environ 23,3 milliards de kilomètres. Cela en fait l'objet de fabrication humaine le plus éloigné de la Terre. Avant, c'était la mission Pioneer 10 qui détenait ce record, mais Voyager l'a dépassé en 1998. Quelle bonne affaire pour la NASA, elle a largement dépassé sa date de péremption. Voyager 1 est en fait si cool qu'elle a même surpassé sa sœur jumelle, Voyager 2, qui, soit dit en passant, avait été envoyée dans l'espace 2 semaines plus tôt. Voyager 1 se déplace à une vitesse de 17 km par seconde.
ce qui représente 56 000 km/h. Pour comparaison, la voiture de sport la plus rapide du monde ne se déplace qu'à 491 km/h. Il est donc difficile de concevoir la vitesse de Voyager. Quoi qu'il en soit, en ce moment, Voyager se dirige vers les frontières du nuage de Oort. C'est le nom d'une couche hypothétique d'objets glacés entourant le système solaire. Les astronomes n'ont pas encore confirmé son existence, mais ils sont presque sûrs qu'il est là. Après tout, les trous noirs eux-mêmes n'étaient qu'une théorie il n'y a pas si longtemps encore. Malheureusement, Voyager 1 ne reviendra pas dans notre système solaire. Elle restera en contact avec la Terre au moins jusqu'en 2025. Puis finalement, le contact sera perdu pour toujours. Dans 300 ans, elle atteindra les frontières du nuage de Oort. Et dans 30 000 ans, je ne serai plus là, moi, elle quittera enfin le système solaire. Enfin, si rien ne lui arrive en cours de route, 10 000 ans après ça, Voyager 1 s'approchera de l'étoile naine rouge Gliese 445, située dans la constellation de la Girafe. Ensuite, la sonde continuera probablement à se balader dans la Voie lactée. Et maintenant, parlons enfin de ces mystérieux signaux. Alors, que s'est-il passé ? Eh bien, une chose plutôt inhabituelle. Le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, qui surveille et contrôle les deux voyageurs, a signalé ce problème en mai 2022. Notre vieille sonde spatiale a soudainement commencé à envoyer des données étranges vers la Terre. Cette situation laisse même les ingénieurs de la NASA perplexes. Je parie que tu te dis « Oh, elle est probablement simplement tombée en panne » ou quelque chose comme ça. Mais la vérité est que Voyager 1 va très bien. Elle fonctionne comme d'habitude, reçoit et exécute les commandes envoyées depuis la Terre et continue de collecter et d'envoyer des données scientifiques. Mais les relevés de l'AACS, qui signifie sous-système de contrôle d'attitude et d'articulation, ne nous montrent plus dans quel état se trouve réellement Voyager. Ce système assure l'orientation de la sonde dans l'espace et l'aide à rester en contact avec la Terre. Donc en gros, ces signaux signifient que l'orientation de la sonde dans l'espace est perturbée. Mais les scientifiques affirment que ce n'est pas le cas. Ils savent que la source du signal, l'antenne, se trouve dans la même position par rapport à la Terre que prévu. Le problème n'a déclenché aucun des systèmes de protection contre les défaillances. La sonde n'est même pas passée en mode sans échec. Alors, qu'est-ce qui se passe au juste dans l'univers ? Suzanne Dodd, la responsable du projet, affirme que le problème n'est en fait pas si inattendu. Après tout, Voyager 1 a déjà 45 ans. L'experte admet que ce qui arrive à la sonde reste un mystère pour eux. Ils ne savent pas exactement d'où proviennent ces données incorrectes. Et la façon dont cela affectera le fonctionnement de Voyager n'est pas très claire. Elle ajoute cependant que ce n'est pas si surprenant que cela, étant donné que la sonde se trouve dans l'espace interstellaire. Le niveau de radiation y est très élevé. Aucun vaisseau spatial n'a jamais atteint ce point auparavant. Les scientifiques de la NASA disent qu'ils vont continuer à surveiller de près les données provenant de Voyager 1, jusqu'à ce qu'ils trouvent le problème. S'ils le trouvent, l'équipe directrice essaiera de le résoudre. Sinon, ils devront s'adapter à ces nouvelles conditions. Mais il se peut que la seule compréhension du problème ne suffise pas vraiment. Il faut pas moins de 20h33 pour recevoir un signal de Voyager. Et il faut le même temps pour y répondre. Au moins, la deuxième sonde, Voyager 2, va très bien. Même si elle se trouve aussi actuellement dans l'espace interstellaire à une distance de 19,3 milliards de kilomètres de la Terre. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons qu'attendre des nouvelles et espérer que le problème sera résolu. En fait, je me demande combien de temps Voyager 1 va encore durer. Sera-t-elle capable de voler jusqu'aux frontières du nuage de Oort dans 300 ans ? Et toi, qu'en penses-tu ? Donne-moi ton avis dans les commentaires. Toutes les planètes du système solaire s'alignent lentement. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne et Neptune sont sur le point de former une ligne droite. Cet événement qu'on appelle une parade de planètes se produit une fois tous les 176 ans. La dernière fois que cela s'est produit, c'était il y a près de 40 ans. C'était une chance unique d'explorer toutes ces planètes d'un coup. Le 20 août 1977, des milliers de personnes se sont rassemblées devant le centre spatial Kennedy de la NASA pour assister au lancement de la mission spatiale la plus lointaine et ambitieuse de l'histoire. 5, 4, 3, 2, 1, allumage. La fusée Titan a décollé de la Terre et quitté l'atmosphère. Une fois dans l'espace, elle a lancé la sonde Voyager 2, qui a commencé son voyage. Cette sonde mesurait environ 50 cm de haut pour 1,80 m de long et était équipée d'une antenne parabolique de 3,70 m de diamètre.
La plupart des équipements scientifiques étaient montés sur une perche qui s'étendait à 2,50 m vers l'extérieur. Le 5 septembre 1977, Voyager 1, une sonde identique, a quitté notre planète. Elle nous a envoyé des photos de la Terre et de la Lune. Elle a rapidement dépassé Voyager 2, lancée 2 semaines plus tôt. C'est pourquoi la deuxième sonde portait le numéro 1. Et c'est ainsi qu'a commencé son voyage dans le néant. Le 5 mars 1979, à environ 4 fois la distance entre la Terre et le Soleil, Voyager 1 s'est approchée de Jupiter, prête à l'analyser à l'aide d'une douzaine de gadgets, dont un système de caméras comprenant différents objectifs. Elle pouvait ainsi prendre des photos de la planète avec la caméra grand angle ainsi que des gros plans de certains endroits spécifiques, de la géante gazeuse et de ses satellites. La sonde disposait également d'un équipement capable de déterminer la composition atmosphérique, le poids et les champs gravitationnels des planètes qu'elle rencontrait. Des spectromètres à infrarouge et ultraviolet pouvaient mesurer les radiations et températures invisibles à l'œil humain. Divers capteurs analysaient les rayons cosmiques. Voyager 1 a ainsi découvert des volcans en dehors de la Terre. Il se trouvait sur le satellite de Jupiter, Io, qui possède des dizaines de volcans actifs, crachant constamment de la lave. Puis la sonde a pointé ses caméras sur la grande tache rouge. On a ainsi appris qu'il s'agissait d'une tempête géante ressemblant à un cyclone qui ne s'est jamais arrêté depuis le début des observations de Jupiter. C'est aussi la première fois que des éclairs étaient détectés en dehors de notre planète. Voyager 1 a aussi remarqué que Io agissait comme un générateur électrique pour Jupiter. Des ions, qui sont des particules chargées, volaient constamment vers la géante gazeuse, formant un courant électrique de 5 millions d'ampères. Voyager 1 continua ensuite son voyage. 5 mois plus tard, Voyager 2 s'est aussi approché de Jupiter. Cette planète a des anneaux autour d'elle, mais différents de ceux de Saturne. Quand les satellites rocheux de Jupiter sont entrés en collision, ils ont formé de petits débris qui se sont progressivement transformés en fine poussière. Puis Voyager 2 s'est approché d'Europe. Cette lune est recouverte d'une croûte de glace protégeant un océan liquide qui pourrait héberger la vie. Voyager 2 a été la première à photographier les fissures dans cette croûte de glace. En volant près de Io, Voyager 2 a découvert que 6 volcans de sa surface étaient encore en éruption. Cela signifie que les périodes d'activité de ces volcans pouvaient durer plusieurs mois. Les 2 sondes spatiales ont fait plusieurs fois le tour de Jupiter, puis elles se sont enfoncées plus loin dans l'espace. Une telle manœuvre gravitationnelle leur permettait de gagner en vitesse et d'économiser du carburant. Le 9 novembre 1980, Voyager 1 avait déjà parcouru 8 fois la distance Terre-Soleil. Elle arriva vers Saturne et découvrit 3 nouveaux satellites de la géante gazeuse, Atlas, Prométhée et Pandore. Cela prouva la théorie selon laquelle ces satellites étaient des lunes maintenant les anneaux de Saturne alignés. Il s'est aussi avéré que, contrairement à Jupiter, ces anneaux contenaient aussi de la glace. Voyager 1 a observé Titan, le plus grand satellite de Saturne. Il est 50% plus grand que notre Lune et a même une atmosphère. C'est le seul endroit du système solaire à part la Terre où la présence d'eau liquide ait été prouvée. C'est pourquoi les scientifiques ne nient pas la possibilité de vie là-bas. Voyager 1 a ensuite quitté l'orbite de Saturne, mais en prenant cette fois de la hauteur par rapport à l'alignement des planètes. Presque un an plus tard, Voyager 2 est arrivé et a survolé plusieurs satellites glacés de Saturne. On pense qu'il y a longtemps, ces lunes sont entrées en collision et ont projeté d'énormes morceaux de glace et de roches dans l'espace. En orbitant autour de Saturne, ces débris se sont lentement transformés en poussière composée de glace et de roches, donnant ainsi naissance aux fameux anneaux de Saturne. Voyager 2 est ensuite partie vers sa prochaine cible, située à 17 fois la distance Terre-Soleil, où elle arriva 5 ans plus tard. Pour la toute première fois, un objet fabriqué par l'homme s'approcha d'Uranus. Voyager 2 y a découvert 11 nouvelles lunes. Elle a aussi découvert qu'Uranus était la planète la plus froide du système solaire. Sa température est de moins 213 degrés Celsius. C'est 4 fois plus froid que la température du pôle Sud. À ce moment, la Deep Space Network était testée pour la première fois sur Terre. Il s'agit d'un réseau de radiotélescopes répartis sur toute la planète qui vise certains points du ciel pour établir une communication avec des objets extrêmement éloignés. Ces télescopes ont reçu avec succès les signaux de Voyager 1 et Voyager 2. Le 25 août 1989,
Voyager 2 avait déjà parcouru 23 fois la distance Terre-Soleil pour arriver à Neptune. C'était la première fois que l'on recevait des images de cette planète bleue d'aussi près. La sonde y a découvert 6 nouvelles lunes et a également pris les premières photos des anneaux de Neptune. Les ingénieurs ont ensuite coupé les caméras de la sonde afin d'économiser de l'énergie pour son ordinateur principal et les instruments mesurant les vents solaires et interstellaires. Voyager 2 a ensuite quitté Neptune pour se diriger vers l'espace lointain, là où elle n'avait plus besoin de caméras. Quelques mois plus tard, Voyager 1 a envoyé sa dernière photo à la Terre. C'est un portrait de famille de notre système solaire tout entier. Chaque point pâle montre une planète. On reconnaît à peine la Terre. Sa caméra a ensuite été coupée pour économiser de l'énergie. C'était le début de la mission interstellaire de Voyager 1. Pendant 15 ans, la sonde a volé aux confins du système solaire. Le 16 décembre 2004, elle a traversé le choc terminal. C'est là que le vent solaire ralentit soudainement et se réchauffe après être entré en collision avec le vent interstellaire. Voyager 1 a réussi à endurer cette épreuve et a poursuivi son aventure. En 2007, Voyager 2 a traversé la même frontière. À ce moment, ses capteurs ont enregistré une température d'environ 130 degrés, mais la sonde a réussi à y résister et a poursuivi son voyage dans le cosmos. Les 2 sondes se sont ensuite déplacées dans des directions différentes. Elles ont ainsi découvert que l'héliosphère, cette bulle de vent solaire, n'était pas parfaitement ronde mais ressemblait plutôt à un œuf. Le 25 août 2012, Voyager 1 est devenu le premier objet fabriqué par l'homme à entrer dans l'espace interstellaire. C'est aussi l'objet artificiel envoyé le plus loin de toute l'histoire de l'humanité. Le 5 novembre 2018, Voyager 2 a également quitté le système solaire, poursuivant également son voyage dans l'espace lointain. Les 2 sondes voyagent maintenant depuis 44 ans. Voyager 1 a parcouru 153 fois la distance Terre-Soleil en filant à plus de 60 000 km/h. Dans environ 300 ans, les sondes atteindront le nuage de Oort. Il s'agit d'une région hypothétique entourant le système solaire où il n'y a que des astéroïdes et des blocs de glace. Les scientifiques pensent que les sondes pourraient atteindre les étoiles les plus proches dans les 40 000 prochaines années. Peut-être qu'un jour elles exploreront des mondes inconnus. Elles pourraient découvrir des planètes ressemblant à la nôtre. Elles pourraient même rencontrer une civilisation intelligente. C'est pour cela que chaque sonde transporte un disque d'or sur lequel figure un message contenant 115 images, dont nos systèmes numériques, une carte du système solaire, des images de ces planètes, des diagrammes de l'ADN humain, des portraits d'humains, des paysages terrestres, des salutations traduites dans 55 langues de la Terre, y compris les plus anciennes et les plus récentes, et également 90 minutes de musique provenant de différents endroits de notre planète. Les sondes Voyager transportent aussi un dispositif permettant de lire ces sons. Si une autre civilisation reçoit cet enregistrement, ces scientifiques pourront alors le décoder et ils pourraient décider de nous rendre visite. Ils devraient cependant répéter le voyage inverse de Voyager, soit des dizaines d'années-lumière à travers l'espace intersidéral, entrer dans notre système solaire et enfin survoler Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter, Mars et la ceinture d'astéroïdes en direction de notre petite planète bleue. Nous pouvons seulement espérer que notre civilisation sera alors assez développée pour les accueillir. Mercure est la planète qui est généralement la plus proche de la Terre. Cela te surprend ? Vénus est certainement plus proche de nous que Mercure. Elle peut être aussi proche que 40 millions de kilomètres. Après tout, Vénus est la 2e planète en partant du Soleil et la Terre est la 3e. Même Mars est plus proche de la Terre que Mercure. La planète rouge peut s'approcher de nous à 56 millions de kilomètres, comme elle le fera d'ailleurs en 2287, si jamais tu comptes l'attendre. La distance moyenne entre la Terre et Mercure est quant à elle de 77 millions de kilomètres. Mais Mercure reste habituellement la planète la plus proche de la Terre, parce que Vénus est quelque part de l'autre côté du Soleil pendant 112 jours. Et que Mars est très éloigné dans son orbite super-elliptique pendant une durée de presque 2 ans. Il reste donc Mercure qui passe entre la Terre et le Soleil tous les 44 jours et qui est donc habituellement plus proche de la Terre que Vénus ou Mars. Pourtant, 22 vaisseaux spatiaux ont réussi à se rendre sur Vénus, plus de 30 se sont rendus sur Mars, mais seulement 2 sont allés sur Mercure. Alors, qu'est-ce qui rend le trajet si difficile ? Eh bien, cela est lié au Soleil. Mercure n'est pas seulement la planète qui est habituellement la plus proche de la Terre, c'est aussi la planète qui est toujours la plus proche du Soleil, à 46 millions de kilomètres
pour être précis. Et aussi proche du Soleil engendre quelques obstacles de navigation, et c'est peu dire. Tout vaisseau spatial se dirigeant vers Mercure est accéléré par l'énorme attraction gravitationnelle du Soleil. Le vaisseau spatial se déplacera trop vite pour se mettre en orbite autour de Mercure. C'est pourquoi le premier vaisseau spatial qui s'est rendu sur Mercure, le vaisseau américain Mariner 10, a simplement survolé Mercure 3 fois, mais n'a pas essayé de se mettre en orbite autour. Le seul autre vaisseau à s'être rendu sur Mercure, le vaisseau spatial américain Messenger, a mis 6 ans et demi pour y arriver. Messenger s'est mis en orbite pendant 4 ans avant de tomber à court de carburant et de s'écraser sur la surface de Mercure le 20 avril 2015. De nombreux vaisseaux spatiaux ont volé vers Jupiter en à peu près le même temps ou moins qu'il a fallu à Messenger pour aller sur Mercure. Le problème est la décélération du vaisseau spatial. Tout simplement, il faut trop de réserves de carburant à bord pour allumer les moteurs dans le sens inverse et freiner le vaisseau contre l'énorme gravité du Soleil. Ralentir suffisamment pour se mettre en orbite autour de Mercure n'est pas envisageable avec l'énergie de la fusée. Il fallait trouver un autre moyen de ralentir Messenger, un moyen qui n'utilise pas beaucoup, voire pas du tout, de carburant. Messenger pesait environ 1100 kg et était chargé de 9 pièces d'équipement scientifique de pointe. 55% du poids total, soit environ 600 kg, était du carburant. Ce carburant ne serait pas utilisé pour ralentir le vaisseau, mais pour 5 brûlages de moteurs associés aux assistances gravitationnelles, ainsi que pour les ajustements orbitaux une fois que Messenger serait arrivé sur Mercure. Les assistances gravitationnelles utilisent la gravité d'une planète et sa vitesse orbitale pour accélérer ou ralentir un vaisseau. Si le vaisseau s'approche d'une planète avec un angle de déplacement vers l'avant, c'est-à-dire un angle dans le sens où la planète tourne autour du Soleil, alors la gravité de la planète et la vitesse orbitale de la planète donnent au vaisseau spatial un coup de pouce, augmentant considérablement la vitesse du vaisseau et l'envoyant dans une autre direction. Cette augmentation de vitesse peut être renforcée si le vaisseau spatial allume ses moteurs de fusée au bon moment. Par exemple, les deux sondes américaines Voyager ont utilisé la gravité massive de Jupiter pour les propulser vers les planètes géantes gazeuses extérieures et finalement hors du système solaire. Les assistances gravitationnelles peuvent aussi être utilisées pour ralentir un vaisseau spatial, comme dans le cas de Messenger. En entrant dans la trajectoire orbitale d'une planète face à celle-ci, la gravité de la planète tire sur le vaisseau spatial et le ralentit. Une combustion du moteur est nécessaire à ce moment-là pour échapper à la trajectoire orbitale de la planète. Messenger a effectué un survol assisté par gravité de la Terre, 2 survols assistés par gravité de Vénus et 3 survols assistés par gravité de Mercure. Ce n'est qu'ensuite qu'il a été suffisamment ralenti pour entrer en orbite autour de Mercure. La sonde a parcouru la distance stupéfiante de 8 milliards de kilomètres pour atteindre Mercure depuis la Terre. C'est plus loin que Pluton, à son point le plus éloigné de la Terre. Le nom Messenger est un acronyme presque aussi astucieux que sa trajectoire complexe vers Mercure. Comme Mercure est la planète qui se déplace le plus rapidement, les Grecs anciens ont désigné Mercure comme le messager de l'Olympe. Déjà à l'époque, les nouvelles voyageaient vite. Messenger est l'abréviation de Mercury Surface Space Environment Geochemistry and Ranging, ce qui signifie surface de Mercure, environnement spatial, géochimie et télémétrie. La bonne nouvelle, c'est qu'une autre mission vers Mercure est en cours en ce moment. Il s'agit d'une mission spatiale combinée entre ESA et JAXA, qui amène 2 satellites en orbite vers Mercure. La mission n'utilise pas d'acronyme pour son vaisseau spatial, qui porte le joli nom de Bepi Colombo. Le docteur Giuseppe Colombo, dont l'engin spatial porte le nom, est un mathématicien italien et professeur de mécanique appliquée. Il a travaillé avec la NASA sur la mission Mariner 10 vers Mercure. Bepi est le surnom d'enfance de Giuseppe, par lequel tout le monde l'appelait. La NASA s'était contentée d'un seul survol de Mercure, le tout premier. Mais le professeur Bepi a calculé qu'avec un léger ajustement de la trajectoire de vol pour permettre une assistance gravitationnelle à Vénus, Mariner 10 pourrait survoler Mercure encore et encore sur différentes orbites autour du Soleil. Grâce à Bepi, la NASA a obtenu 3 survols de Mercure pour le prix d'un. Le vaisseau Bepi Colombo doit effectuer 9 survols assistés par gravité. Un autour de la Terre,
2 autour de Vénus et 6 autour de Mercure. Chaque décélération planétaire ralentira Bepi-Colombo par rapport à la vitesse à laquelle Mercure se déplace autour du Soleil. Cela permettra une insertion orbitale. Sinon, Bepi-Colombo se dirigerait tout droit vers le Soleil. Une fois en orbite autour de Mercure, le module de transfert de Mercure de Bepi-Colombo, ou MTM en abrégé, libérera 2 satellites, un européen, le MPO, Mercury Planetary Orbiter, et un japonais, le MIO, Mercury Magnetospheric Orbiter. Tous deux devraient être en orbite autour de Mercure pendant 1 an. Au total, le MCS, Mercury Composite Spacecraft, comprend le MPO, le MIO, le MTM et le MOSIF, Magnetospheric Orbiter Sunshield and Interface Structure, qui protège le vaisseau spatial du Soleil et abrite l'électronique de MIO. Cette soupe alphabétique de composants de mission met en évidence l'autre raison pour laquelle il est difficile de se rendre sur Mercure. Après 6 ralentissements d'assistance gravitationnelle, 6 brûlages de moteurs, 18 orbites autour du Soleil, 6 ans et demi de voyage et 8 milliards de kilomètres parcourus, il faut apporter tout un jeu d'équipements sur mesure. C'est comme ce pique-nique en montagne que tu aimerais faire. Tu ne peux pas simplement y aller en voiture. Tu dois faire une longue randonnée sur un sentier de montagne escarpé et apporter de l'insecticide, de la crème solaire, une casquette, sans oublier le déjeuner et les boissons. Bepi-Colombo a tout emporté, y compris le pique-nique. Non, pas vraiment. La conception est incroyablement complexe. Rien ne peut faire face au Soleil, pas même les panneaux solaires. Ils doivent rester tournés presque à angle droit par rapport au Soleil, sinon la chaleur et le flux de particules vont corroder les cellules solaires et sans électricité, il n'y a plus rien. Par conséquent, à angle droit par rapport au Soleil, les panneaux solaires doivent être très longs, comme s'il n'y avait qu'un tout petit peu de Soleil. Les panneaux solaires de Bepi font 15 mètres de long. L'écran solaire doit rester aligné de façon gyroscopique vers le Soleil pour que tous les instruments soient toujours à l'ombre, mais aient toujours une ligne de vue sur ce que chacun est censé surveiller. Et il y a beaucoup d'instruments, 5 dans l'orbiteur de la JAXA et 11 dans celui de l'ESA. Les objectifs scientifiques sont d'ajouter à ce que nous avons appris lors des 2 précédentes missions vers Mercure. Les données recueillies par Bepi-Colombo permettront aux scientifiques d'étudier l'intérieur et la composition de la planète, ainsi que la géologie et la morphologie de la surface de Mercure, la formation et l'histoire de l'évolution de son champ magnétique, les interactions de la planète avec le vent solaire et son environnement général. En tant que planète riche en métaux, Mercure pourrait abriter une grande richesse en minéraux, que Messenger n'a pas réussi à détecter. Bepi-Colombo a été lancé en octobre 2018 et encore un long chemin à parcourir avant de se mettre en orbite autour de Mercure. Cependant, Bepi a déjà survolé Mercure et renvoyé de nouvelles photographies. L'Agence spatiale européenne est ravie de sa première mission chaude. Toutes les missions précédentes de l'ESA ont été des missions froides vers des objets situés plus loin dans l'espace, comme Mars, la ceinture d'astéroïdes, des comètes et d'autres endroits éloignés dans le système solaire. Tout ce qu'on peut dire, c'est bonne chance à Bepi-Colombo. Espérons que tout se passe bien lors de sa mission à 400 degrés Celsius vers Mercure. Espérons que la longue queue de gaz de l'exosphère de Mercure, faite de sodium, magnésium et potassium, soufflée de la surface de la planète par le vent solaire, n'embue pas les lentilles et ne recouvre pas les panneaux solaires.